Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Arthur Dreyfus. Salut Paul-Arthur. Salut Olivier. Ça va bien ? Très bien, et toi ? C'est la première fois que, littéralement, on fait un épisode sur un coin de table. Confortable malgré tout. Confortable malgré tout. Je crois que tu es quand même plus confortable que moi. Ouais, mais... En tout cas, merci de m'accueillir chez toi et vraiment ravi de t'avoir sur cet épisode de podcast. Comme je t'en avais parlé avant qu'on démarre, ce podcast, c'est sur le thème du changement. Et du coup, une question que je pose régulièrement maintenant en début d'épisode, c'est toi, le changement, qu'est-ce que ça t'inspire ? Le changement, pour moi, c'est, je pense, l'évolution. Dans le sens où on sort peut-être de sa zone de confort pour pouvoir découvrir une nouvelle part de soi, ou peut-être découvrir la part de quelqu'un d'autre, ou d'une équipe, ou dans le monde professionnel. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est quelque chose qui peut faire peur dans certaines conditions, ou qui peut exciter dans d'autres. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose de plaisant dans la vie, de manière générale. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vois plutôt le changement comme étant plus une opportunité que ça n'est un problème ? Ouais, je pense que dans toutes les phases de crise, il y a une part d'opportunité, et dans toutes les phases qui sont plus positives, parce qu'au final, on peut voir le changement comme quelque chose de négatif ou de positif. Tout à fait. Mais a fortiori, c'est plutôt quelque chose de positif, je dirais. Ok, super. Mais du coup, vu que nous, on se connaît, bien sûr, mais si tu devais nous en dire un peu plus sur toi, qui es-tu ? Donc, comme tu l'as mentionné, Paul-Arthur Dreyfus. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et puis, donc, je vis en Suisse, où je travaille, où j'ai fait mes études. Et puis, je suis quelqu'un, je dirais, passionné, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. Donc, dans le travail où je me donne, où je partage avec les gens, le côté humain. Et dans la vie privée, où j'ai différentes activités auxquelles on pourra tout à fait. On pourra discuter. Et tu peux nous en donner juste un aperçu des activités que tu fais ? Je pense que l'activité principale, c'est la danse. Je danse depuis maintenant 12 ans et c'est une de mes passions. Ça m'a fait vibrer. Et puis au travers de cette activité et différents débouchés que ça a pu amener, ça a pu faire vibrer aussi beaucoup d'autres mondes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du partage et de la passion. Donc voilà. Donc voilà, principalement la danse. Ouais. Mais je sais que tu fais de la muscu, que tu fais de la boxe, tu fais du badminton maintenant. Ouais. Donc quand même très sportif d'une manière générale. Plutôt. Voilà, on a nos phases. Et ouais, moi, c'est ça. La mienne en ce moment, c'est le sport. Ouais. Et donc voilà, ouais, c'est clair. Super. Mais du coup, tu habites en Suisse, mais tu es français. Oui, je suis né à Paris, dans le centre de Paris. Et donc, j'ai passé 19 années avant de partir pour m'aventurer en Suisse pour mes études. Ce qui a été un vrai changement, on peut le dire, un déracinement auquel on vit. Beaucoup d'entre nous passent par là. Ouais. Puis aujourd'hui, les études, ça a été une très belle part de ma vie. Donc, encore une fois, j'en suis vraiment très content. C'est marrant, du coup. Est-ce que tu t'es dit dans ton passé que tu allais aller en Suisse ? Pas du tout. C'était dans une phase compliquée, on va dire, de ma vie, une phase de changement, encore une fois. Ouais. On va dire, pour résumer, mes études sont passées à Paris durant ces quelques années du collège et du lycée. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, que ça soit en termes d'amitié, c'était assez compliqué. J'étais un peu différent de la majorité des gens. Okay. Et donc ça se ressentait. On a beaucoup de gens qui ont vécu ça et qui vont le vivre malheureusement. Et quand tu dis différent, c'est différent au sens où tu voyais pas les choses de la même manière, où tu faisais pas des choses de la même manière que les autres ? Ouais, je pense que c'est un peu de ça. Je pense que quand on est enfant, on est très vrai. Et donc, c'est pas quelque chose qui était réfléchi, c'est juste de nature, comme tu le dis. On voit les choses différemment, on vit les choses différemment, tout simplement, en fait. Que ce soit les relations ou les événements. Et donc, naturellement, ça arrive à créer des tensions entre les différents élèves, les différents enfants. Puis ça, je l'ai vécu. Et ça, plus l'environnement scolaire qui me convenait pas, on va dire, ça fait que c'était un peu des hauts et des bas, ma scolarité, en tout cas jusqu'aux études supérieures. Et typiquement, voilà, un élève moyen qui a redoublé sa seconde, qui a du mal à s'investir dans les études, qui a du mal à trouver sa place dans les amitiés, et trouver sa place tout court, en fait, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est une phase de transition, on passe souvent par là quand on est jeune, mais ça peut être plus ou moins difficile. Je suis passé aussi par des échecs. J'étais dans un lycée qui me convenait pas, dans lequel j'avais encore une fois peu de liens avec les gens et peu de motivation, on va dire, à travailler. Et donc j'ai redoublé dans ce lycée.
il s'est avéré que, par chance, j'ai pu être déplacé dans un autre lycée qui me convenait peut-être plus, qui était le lycée le plus proche géographiquement, et qui s'avère être un très bon lycée. Donc, je passais d'un mauvais à un bon. On va dire, c'est la chance de pouvoir être déplacé dans le plus proche au vu de ma situation. Et ça veut dire quoi, être déplacé? C'est-à-dire que j'étais dans le lycée en seconde, et puis l'année après, j'étais dans une seconde aussi, parce que j'ai redoublé, mais pas dans le même lycée. Et donc, j'arrive dans cet endroit qui est avec personne que je connaissais. Mais c'est pas un choix que toi tu as fait ou que ta famille a fait? Si, ma famille le voulait, parce que j'étais pas bien dans ce lycée. Et au final, c'était un très bon choix, parce que ça m'a beaucoup aidé par la suite. Parce que à la fin, c'était un environnement qui était beaucoup plus studieux, et puis des gens qui me ressemblaient peut-être un peu plus. On va dire que j'ai trouvé un groupe d'amitié que j'ai toujours aujourd'hui, et puis ça m'a motivé à travailler. J'ai eu des bons profs en maths principalement, puis ça m'a motivé à travailler, et puis ça m'a fait comprendre ce que ça pouvait apporter aussi de pouvoir avoir des bonnes notes, etc., etc. Parce qu'au final, c'est un cercle vertueux, mais quand on n'y est pas, on s'en rend pas forcément compte. C'est pas forcément une motivation, on va dire. Mais justement, tu l'évoques, tu parles de prof en maths, parce qu'effectivement, quand on parlait des activités, tu as parlé de la danse, mais de ce que je me rappelle, tu as plutôt un cursus scientifique. C'est clair. Donc là, en l'occurrence, c'était en seconde, mais je suis passé après en première scientifique, et puis j'ai passé un bac scientifique. Mais avant de passer en première, un des événements qui était intéressant aussi, c'est le fait que au terme de cette deuxième seconde, même si j'avais des meilleures notes, il y avait quand même une crainte au niveau de la direction de l'établissement, qui en France, on connaît, il y a vraiment une guerre entre les établissements pour le bac. Faut avoir les meilleures performances possibles. Donc on quitte un peu l'humain, voilà. Et donc ils voulaient me voir sortir parce qu'ils avaient peur que je rate le bac. Ah, ça fait partie des établissements où, par exemple, ils te disent ce serait bien que tu t'inscrives en candidat libre ou un truc comme ça, non? Voilà, et c'est un peu ça, ouais. Ah, c'est incroyable. Et donc là, c'était même pas une proposition qu'ils m'ont faite. Ils m'ont demandé de sortir du bac, de quitter le bac scientifique pour aller dans un bac technique, on va dire. Et puis j'ai passé en appel, donc j'ai vécu cette expérience qui est très intéressante, où toi, avec tes 16 ans, 17 ans, même 15, t'es confronté à une vingtaine de personnes en costume qui sont psychologues, dirigeants d'établissement et tout ce que tu veux, et qui vont juger de ton futur, en fait. Et sans rentrer dans les détails, on va dire que ma mère, qui m'a beaucoup aidé, parce qu'au final, à cet âge-là, tu te laisses porter un peu, t'es pas conscient des enjeux. On a réussi, grâce à des différentes astuces, à réussir cette deuxième seconde. Donc, j'ai passé cette deuxième seconde et je suis resté en général, même si la directrice de cet établissement n'était pas du tout pour. C'est marrant ce que tu évoques, parce que, marrant, c'était peut-être pas marrant à l'époque, mais ça fait un petit peu, tu sais, la salle des jeux dans Fort Boyard, là. J'imagine énormément ce truc-là, tu sais, les gens avec les têtes de tigre, là. Genre, t'arrives, t'as la lumière sur toi, et puis en fait, t'as des gens qui viennent, ni d'Ève ni d'Adam, tu vois, qui vont juger de ta vie, quoi, de tes choix. Exactement. Et puis, t'es pas seul à passer. Donc, il y a ta mère, moi, c'est ma mère, en l'occurrence, qui passait. Ah, c'est elle qui est passée? Elle aussi, elle était avec moi. J'y étais, mais elle aussi, elle a parlé. Elle a aussi communiqué son ressenti. Ouais. Il y a ton prof principal qui passe. Donc, en fait, t'as tout un consortium de personnes qui te jugent, et encore d'autres personnes qui sont pas toi, qui vont aussi parler. On a l'impression d'être... c'est un jugement, quoi. On dirait, c'est le tribunal. Ça. Ouais, c'est quand même marquant, en tout cas. Tout à fait. Et j'en suis sorti avec, comme j'ai dit, cette chance de pouvoir continuer dans cet établissement. Après, j'ai continué, donc première, terminale, et j'ai vraiment réussi à trouver ma place. Je commence à avoir des meilleures notes, etc., etc. Donc, dans les sciences? Dans les sciences. J'étais bon en sciences, beaucoup moins bon dans tout ce qui est littéraire. Ça m'intéressait moins. Tu avais une appétence de base. Tout à fait. Ouais. C'est clair. Et donc, j'arrive au niveau de la terminale, je passe mon bac, qui est une épreuve. On passe tous par là, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose. C'est un accomplissement, on a beau dire. Ouais. Comme le permis de conduire. Ouais. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et donc, je le passe. Et durant cette période, je me rappelle plus si c'est un peu avant ou un peu après, je crois que c'était à peu près au moment des examens, tu as cette autre épreuve qui est de trouver ta place dans l'après, donc dans les études supérieures. Études supérieures, ouais. Et donc, t'as ce site, je me rappelle plus comment il s'appelait, Études Sup ou Parcoursup, non? Parcoursup, ouais, c'est ça. Où t'as des vœux que tu dois faire sur différents établissements dans un ordre. Et toi, tu es encore une fois du haut de tes 17-18 ans, tu dois définir ce que sera ton futur en écoutant un peu ton entourage, voilà, scientifique, voie royale, on connaît. Il faut faire une prépa, après il faut trouver une école d'ingénieur qui te convient, etc., etc. Et il s'avère que moi, j'étais à Paris, donc je commence à mettre toutes les prépas là-dedans, etc. J'étais sur une piste montante à ce moment-là. Donc, moi, j'étais persuadé que ça allait bien se passer. Je me suis dit, OK, maintenant, je suis dans ma zone de confort. Au final, cette période de changement, elle est derrière moi. Et au final, j'ai pris de front ce système, on va dire. Et au final, j'ai eu absolument aucun des vœux auxquels j'avais postulé parce que
tous mes bulletins de seconde me suivaient, en fait. Le Ouais. passé te suit. En plus, je crois que c'était, encore une fois, dans cette période de bac où t'es stressé, t'as d'autres focus à faire que de te concentrer sur l'après. Il faut que tu te concentres sur le moment actuel, le présent. Et j'étais complètement démoralisé à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que tous ces efforts, ils amenaient à rien, ils aboutissaient à rien. Voilà, je m'étais, au final, sorti de cette zone de confort, c'est de trouver une nouvelle normalité où, en fait, t'es un bon élève, t'es plus un mauvais élève, où le fait d'être un bon élève, ça te caractérise aussi. Donc, tu trouves du sens pour toi. Ouais, tout à fait. Et donc, tu te dis, voilà, c'est ma nouvelle norme, c'est comme ça que je suis. Maintenant, ça a fonctionné. Bah non, ça fonctionne pas. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est important, hein. C'est-à-dire que la vision que tu as de toi-même est quand même pas mal définie par ce que l'on dit de toi. Parce qu'en fait, à 16 ans, toi, tu as envie d'avancer, de faire j'en sais rien, un parcours scientifique, et tu as déjà des gens qui te disent non, tu peux pas. Ça, c'est incroyable, déjà. Alors que toi, tu as envie, ta mère, elle a envie, enfin, tu vois, il y a déjà le désir d'y aller, et on te met déjà des barrières. Donc, tu as déjà dépassé cet obstacle-là, qui est déjà pas mal, parce que je connais pas tant de gens qui ont dû vivre ce genre d'expérience-là. Et après, quand tu es en train de lever la tête, tu sais, de l'eau, tu te dis, allez, c'est bon, je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir aller dorer la pilule maintenant sur la plage. Et bah, bim, tu as justement ces vœux qui te ferment les portes parce que, soi-disant, ton dossier n'est pas bon. Parce que il y a souvent des écoles où, en gros, c'est juste le dossier qui fait qu'ils ferment la porte. Il n'y a pas d'interaction avec toi, par exemple, en tant que personne. Tout à fait. Moi, je l'ai vécu dans le passé aussi, où tu sais, c'est juste une moulinette qui est tournée, et puis bah, selon, encore une fois, les écoles, les scorings, bah, on te ferme la porte. Et je trouve que c'est quand même important de prendre cet élément en compte, de se dire que déjà que tu es dans une période où te définir est quelque chose qui n'est pas évident, il y a quand même un impact de la société autour de toi, bah, qui parfois a soit une vocation à t'aider, soit bah, finalement à te détruire. Ce serait un peu dur, mais parfois de te rendre les choses quand même bien plus difficiles. Ouais, c'est clair. Et à ces moments-là, on a l'impression, dans ces périodes qui sont des périodes de changement involontaire, parce que en fait, il y a un peu de ça aussi. Hein. Il y a des moments où volontairement on change, donc c'est une opportunité, et des fois on le subit. Hein. Ça veut pas dire que dans les deux cas, on n'en ressort pas meilleur ou plus heureux, mais malgré tout, l'initiation est différente. Donc dans ces moments-là, des fois, tu as l'impression, moi j'imagine, cette zone de confort comme un cercle, en fait, dans lequel tu te trouves, et des fois, ce cercle, tu as l'impression qu'il est en train de courir, et donc tu es de courir dans la même direction pour rester dans le cercle, mais il va plus vite que toi, tu vois. C'est comme une poursuite, là. Ouais, T'as une lumière qui bouge, là, comme ça, et en fait, toi, tu cours après. c'est un peu ça, ouais, sur scène, c'est un peu ça. Tu vois. Ouais, Et exactement. t'as le public, c'est tous les gens qui te jugent, et au final, comme tu l'as dit, toi-même, tu te définis en fonction des gens qui te regardent aussi, donc c'est un système quand même particulier. Et du coup, donc, tu es dans cette situation-là où tu as fait des vœux, rien n'est accepté. Et du coup, tu fais quoi? Bah, je vais dans différents salons. Malgré tout, j'essaie quand même de trouver quelques solutions. Et puis, durant cette période, je trouve une école qui s'appelle l'École Polytechnique de Québec au Canada. Ok. Vous allez comprendre par la suite la surprise d'Olivier. Donc, je trouve cette école, j'en parle à ma famille. Et puis, naturellement, donc, ça lève un peu des doutes parce que c'est vachement loin. Et puis, on s'éloigne de sa famille, c'est un dépaysement, on s'en rend pas compte au moment où, enfin, à 17, 18 ans, mais on s'en rend compte par la suite. Donc, il y a aussi la maturité de la famille qui fait sens ici. Donc, pas pour mettre des barrières, mais plutôt pour être constructif. En fait, en l'occurrence, ma mère trouve une autre école, qui est aussi une école polytechnique, mais cette fois-ci qui est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc en Suisse. Et il s'avère que à cette période-là, cette école-ci, elle est très bien notée. Elle est 14e, si je dis pas de quelque chose mondialement. C'est l'école francophone, la première école francophone au monde à cette époque. Aujourd'hui, ça a changé. Mais voilà, à cette époque. Et donc, le fait que ça soit plus proche, plus le fait que ce soit une école qui était meilleure que celle au Canada, à cette période, c'est ça qui a orienté le choix. On s'est dit, OK, c'est l'objectif, quoi. Ah, vu que c'était international, du coup, ça passait pas par Parcoursup. Non, Ok, tout à fait. ouais. C'était d'autres manières de d'y rentrer. Et en fait, donc, il n'y a pas de concours. Ils utilisent les résultats du bac et ils ont une sorte de recette de cuisine qui se base principalement sur les notes scientifiques, heureusement. Ah bah oui. Sinon, jamais j'y serais allé. Et ils demandent, après tous ces calculs, une note comme 14 à l'époque, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà. Et je me rappelle, en fait, maintenant que ça s'est arrivé avant le bac. Donc toute cette période est arrivée avant l'examen. Oui, parce que de toute façon, il faut bien que tu fasses tes vœux à un moment donné. Donc, l'examen n'est pas encore arrivé. Il faut que tu réfléchisses à la suite dans l'hypothèse où tu vas réussir. Et ça te met une pression supplémentaire de réussir, d'ailleurs. Et du coup, donc, tu fais tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, tu as ces informations-là avant, c'est ça? Ouais. Et donc, ça met un objectif. Et en fait, ça transforme d'une certaine manière le changement subi en changement choisi. Voilà. Et donc, ça crée une force importante. Je commençais vraiment à travailler sérieusement à ce moment-là pour pouvoir réussir. Ouais, je pense que c'est un sujet important que tu évoques parce que
l'objectif qu'on se donne te donne une focale qui fait que ça donne du sens à tes actions. Et il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans le monde pro ou perso, tu vois, qui, tu sens qu'ils naviguent un petit peu, tu vois, j'ai du mal à le dire en français, mais ils errent. En gros, c'est des sortes de fantômes, tu sais, dans les couloirs. En fait, c'est juste des personnes qui ont pas de but suffisamment précis pour se dire, en fait, ce truc-là a du sens et a de la valeur. Et en fait, je fais ça pour qui ? Je fais ça déjà pour moi ? Est-ce que je fais ça pour quelqu'un ? Et du coup, ce que tu dis est pour moi, en tout cas, très représentatif de ça, c'est qu'en fait, toi, ça t'a donné une focale d'un coup de te dire, OK, mon objectif, il est là-bas. Je sais d'ailleurs que ça risque d'être tendu si j'arrive pas forcément, tu vois, à avoir les écoles que je veux ici. Mais du coup, au moins, l'énergie que tu fournis maintenant, elle a quelque chose que tu veux, quoi. C'est clair. Et au final, comme tu l'as dit, cette notion d'objectif, elle est très importante. Parce que elle te permet de créer du sens aussi dans l'action. Dans le changement, ça crée vraiment un sens de, voilà, je suis là aujourd'hui et je vais là-bas, mais parce que c'est mieux, parce qu'il y a quelque chose, enfin voilà, ça te donne un cap, en fait. Et donc voilà, en l'occurrence, c'est ça que ça a réussi à me donner. Donc j'ai passé le bac, que j'ai réussi. Et puis, il s'avère que grâce à cette formule de cuisine, je suis passé, mais c'était 0.00, quoi. On va dire que le destin a voulu que ça soit là-bas que je finisse. Et donc, j'ai été pris à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Il s'avère que la plupart des inscriptions à cette école-là, elles sont faites avant le bac. Dans le sens où il y a des gens qui s'inscrivent et qui savent à peu près qu'ils vont réussir, et donc ils réussissent, etc. Et puis, il y a des gens comme moi qui ont les notes et après qui s'inscrivent. Et donc, j'étais vraiment dans les derniers inscrits. Et là, c'est une grande période de changement aussi parce que c'est le moment où il va falloir que je quitte ma famille, avec laquelle j'ai vécu avec ma mère pendant très longtemps, 19 premières années, et puis que je pars dans un autre pays pour vivre seul. C'est une autre culture d'ailleurs, mais en vrai, tu as découvert ça sur le moment. C'est-à-dire que la Suisse, comme tu me le disais, c'était pas un projet, quoi. Ah, pas du tout. Pas du tout, mais c'est devenu un objectif parce que ça faisait du sens dans... Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. Ouais. Et donc là, je cherche un logement normal et aussi certainement normal, je trouve pas de logement parce que quand t'es pas dans le pays, c'est compliqué pour trouver un logement. Alors, je me débat un peu. On va voir, il y a un bureau des logements comme dans toutes les universités, donc je vais les voir, on discute. Et puis, c'est un peu l'échec. J'y suis allé 2 fois, je trouvais rien. Et il s'avère que, à force de les appeler, de les harceler, je crois que c'était 1 semaine avant le début des cours, hein, ils me disent, OK, on vous a trouvé quelqu'un, vous allez habiter chez l'habitant. Et donc, ça sera chez une vieille personne dans le centre de Lausanne. Moi, je dis, OK, cette personne, je la connais pas. Et il s'avère que je pars 2 jours avant le début de la rentrée avec ma valise et mon sac à dos. Je dis au revoir à ma mère. Je rentre dans le train et je pars dans un pays que je ne connais pas. Et à un endroit où je sais même pas où je vais dormir, en fait. Habiter chez quelqu'un que tu ne connais pas. Dans une université que je connais pas. Et j'arrive à la gare et c'est une personne âgée qui me fait coucou de la main. Donc, je comprends que c'est elle, en fait, parce que je l'avais jamais vue non plus. Et donc, je la suis jusqu'à chez elle. Elle me présente une chambre qui était suffisante, on dira. À la différence qu'il n'y avait pas de bureau. Donc, pendant une bonne période, je travaillais sur mon lit. Avec l'anecdote assez rigolote que moi, je connaissais pas la Suisse à l'époque. Et il y avait une statue à l'entrée de cet appartement, de cette dame très sympathique. Cette statue-là, dessus, il y avait 2 lettres. C'était marqué FN, en gros. Et quand tu viens de France, FN, c'est quand même connoté. Je me suis dit, c'est où que je suis en train de finir, là? Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et il s'avère que j'ai appris plus tard que ça voulait dire Fonds national, et c'est le fonds suisse pour la recherche. Bref, anecdote. Mais du coup, la recherche, qui est quelque chose que tu connais par la suite, du coup. C'est ça. Donc, études à l'EPFL, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc qui ont duré longtemps. C'est quoi le thème global des études? Moi, j'ai fait génie mécanique, puis je me suis donc au bachelor, et je me suis concentré sur la robotique au master. Et après, j'ai fait un doctorat sur le thème de l'IA industriel, donc 10 ans dans cette université. Donc, pour quelqu'un qui en chiait un peu à l'école, t'as quand même décidé d'y passer un bout de temps, quoi. C'est vrai. Et puis, ça a plutôt bien marché au final, hein. Même si les premiers jours d'école étaient un peu déstabilisants, hein, parce qu'on arrive, le petit enfant qui arrive dans cette énorme université avec beaucoup de monde, avec des classes de 300 personnes, avec les profs qui se font un malin plaisir à chaque fois de dire, écoutez, vous êtes 2 à la table, dans un an, il n'y en aura plus qu'un, parce qu'à peu près la première année, il y a un peu plus de 50% d'échecs. Ah ouais? Ouais. En Suisse, c'est pas le même système, parce que c'est pas un système avec une concurrence dès que tu sors du bac. T'as quand même la chance de pouvoir faire ta première année, et c'est au terme de cette première année que tu réussis et que tu réussis pas. On va dire que c'est moins concours et moins contrôlé qu'en France, où en France, t'as vraiment des prépas où t'es suivi, quoi. Ouais. En Suisse, c'est plus on te fait confiance, vas-y, et puis montre-nous ce que tu vaux, grosso modo. Et à la fin, t'as des examens, et soit tu réussis pas, quoi. Et donc, il y a 50% des gens qui échouent ces examens. Ouais, d'accord. Donc, tu fais ce doctorat,
Et du coup, c'est quoi l'aboutissement de ce doctorat-là? En fait, tu fais ce chemin-là pour une vocation qui est de faire quoi dans la vie? Donc j'ai fait ce doctorat qui a duré 4 années. Et je pense que comme tout le monde, à tous les niveaux d'études, il y a pas tellement de vocation derrière. Enfin, Ouais, tu suis un chemin. tu suis un chemin qui te paraît être le bon pour différentes raisons. Et quand tu aboutis à tes premiers diplômes, etc., t'as toujours ce moment perdu où au final, tu sais pas trop quoi faire. Et le doctorat, en plus, c'est très typique de ça, hein, parce que t'es surdiplômé pour à peu près tout. Et t'es spécialiste dans des pierres du Moyen-Âge. Enfin, je sais pas, quelque chose qui est difficilement applicable pour pouvoir générer de l'argent dans un monde capitaliste. Moi, il s'avère que le doctorat, c'était un doctorat industriel. Donc, c'était un peu mon critère. Pour en faire un, il fallait que ça soit concret. Parce que je voyais déjà venir le loup du débouché inexistant, quoi. Ouais, je comprends. Et là, en l'occurrence, ça s'est bien passé parce que c'est une entreprise qui a financé mon doctorat. Ok, ouais. Donc, tu as pu avoir après, finalement, le débouché direct parce que la boîte t'avait financé. Donc, après, naturellement, tu as eu, je sais pas, stage, etc. Ouais, c'est ça. Enfin, même pas ça, j'ai été embauché direct. Embauché direct. 6 mois après le doctorat, ils m'ont... Mais c'est marrant ce que tu dis parce que, tu vois, on voit souvent dans les initiatives de changement, quelles qu'elles soient, tu vois, il faut définir l'objectif et puis ensuite définir le chemin. Mais du coup, dans ce qu'on est en train de se dire, c'est que des fois, la destination, on la connaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un chemin parce que quand tu regardes à tes pieds, finalement, le prochain pas qui te semble être le plus sympa, c'est celui-là. Mais du coup, des fois, tu sais même pas en levant la tête à quel endroit tu veux aller. Tu parlais des gens qui errent un peu, c'est un peu ça. Il y a des périodes, au final, un peu plus simples, on va dire, de la vie, où la voie, elle paraît évidente. Des fois, c'est un piège, hein. Des fois, il y a pas de débouché derrière. Des fois, il y a des mirages. C'est ça, exactement, c'est des mirages. Et des fois, on a plus de chance. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que quelque chose que tu savais pas, c'est que dans cette entreprise-là, avant de faire mon doctorat, j'ai fait un projet de master. Ouais. Et à la fin de ce projet de master, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, c'est les mêmes 4 années plus tard ou 4 années avant, c'est pareil, même situation. J'étais perdu, qu'est-ce que je peux faire? Et au final, comme t'as jamais rien essayé, tu sais, tout est un mirage, en fait. Bref. Et il s'avère que, à ce moment-là, je me dis, le doctorat, ça pourrait être cool. Et donc, j'écris une lettre d'une page à cette entreprise où j'explique ma vision d'un sujet d'IA en prod et puis qu'est-ce que ça peut leur apporter de financer un doctorat. C'était une page, c'était succinct, mais au-delà de montrer la technique, ça montrait une volonté, je pense. Et ça, je l'ai donné à mon ancien manager et plus entendu parler. Et justement, 3-4 mois plus tard, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'appelle en me disant « Moi, j'ai lu ce document, ça m'intéresse, est-ce que tu veux venir pour qu'on en discute ?» Et donc, j'ai envie de dire que dans ce changement et dans l'idée de la volonté, en fait, de la maîtrise, en fait, du changement, il y a aussi une histoire d'opportunité. Et puis là, en l'occurrence, c'est un très bon exemple de ça. L'opportunité est vraiment très, très cachée, parce que c'était très aléatoire, très random de ma part d'écrire cette lettre. Mais bon, je l'ai faite et au final, c'est tombé au bon endroit au bon moment et c'est ça qui a engagé ce changement du doctorat et par la suite. C'est marrant parce que ça fait quelques jours que j'échange avec des personnes et je leur raconte cette histoire qui est que, en tout cas, des mots qu'on m'avait dit un jour qui en fait reprennent d'autant plus leur sens maintenant, qui est il est très difficile de dire non à une personne qui est motivée. Et en fait, ça résonne beaucoup avec ton histoire parce que du coup, la lettre que tu écris, même si du coup tu n'as pas tapé à la porte, c'est quelqu'un qui est venu te chercher, mais ça montre la perspective que tu veux, ça montre l'énergie que tu as envie de fournir, et en fait, il suffit juste de la catalyser. Et en fait, c'est ce que cette boîte a fait, c'est qu'elle a pris cette énergie, elle l'a catalysée, quoi. Et je trouve que c'est vraiment une expérience qui est importante parce que moi, dans mon cas, c'était quand je voulais faire mon métier. Et mon métier, donc autour du coaching et de l'accompagnement de gens, moi j'ai voulu le faire étant, entre guillemets, jeune dans ma carrière. C'est-à-dire que pour les gens normaux, si je puis dire, en fait, il aurait fallu que j'attende 10 ans pour pouvoir le faire. Et en fait, on m'a dit cette phrase-là, ce jour-là. On m'a dit, une porte fermée, en fait, c'est une autre qui s'ouvre pour toi, quoi. Et donc, une personne qui est particulièrement motivée, c'est extrêmement dur de lui dire non. Et ça se voit, en tout cas, dans l'exemple que tu décris, et ça s'est vu dans ma propre histoire, en tout cas, que un jour je raconterai peut-être. Mais ça, c'est super, en tout cas. Du coup, tu as des études scientifiques. Et justement, quand on avait échangé ensemble, et ce qui a fait l'objet de ce coin de table que l'on a aujourd'hui chez toi, c'était justement le fait d'avoir cette structure scientifique et d'avoir une passion pour la danse. Et le questionnement que j'avais, moi, c'est, mais du coup, la danse, c'est venu quand ? Alors, la danse, c'est venu durant mes études. Il s'avère que moi, j'ai quitté Paris pour étudier et de tout mon groupe d'amis, j'étais le seul. Tous mes amis sont restés à Paris pour étudier. Et la conclusion de ça, c'est que durant les grandes vacances, quand toi, tu rentres à Paris voir ta famille, tout le monde part parce qu'ils sont Paris toute l'année, donc ils partent en vacances. Ouais. Et donc, j'étais vraiment seul pour mes premières grandes vacances au bout de la première année de l'EPFL.
J'étais vraiment seul. Je rentre. J'avais réussi à me faire embaucher dans une petite boîte pour faire un stage, grosso modo. Et je m'ennuyais beaucoup parce que mes soirées, j'avais rien à faire parce que j'avais aucun ami qui était présent. Je sais que c'est un peu aussi random comme anecdote, mais la danse, ça m'intriguait et il s'avère que en discutant avec les gens dans cette entreprise, il y avait une des personnes qui en faisait. Donc on avait fait et il m'a conseillé en l'occurrence une école de danse qui était pas très loin de l'endroit où j'habitais. Et donc ça a été un jour où je me suis dit bon bah on va essayer quoi. Et du coup t'as pas eu de peur ou d'appréhension particulière? Étonnamment pas. Peut-être c'est de la naïveté. Je me rendais pas du tout compte de ce que ça allait être. Ou de la curiosité, c'est une manière de l'amener. Un mélange. Et donc, je suis allé dans cette école et je me suis vraiment pris pour passion de cette activité qui se veut aussi sportive que sociale qu'artistique. C'est vraiment au tripoint entre vraiment le côté discuter, partager avec les gens, rencontrer des gens, le côté sportif parce que quand on danse, ça peut l'être en fonction des danses, en fonction du rythme, et puis le côté aussi artistique parce que au final, c'est une expression du corps. Et quelque chose qui me manquait parce que je fais pas de musique aussi, donc ça a permis de m'ouvrir aussi sur cet aspect-ci. Et du coup, tu vas dans cette école-là, c'est quoi le genre de danse que tu découvres? Alors moi, j'ai commencé par la salsa, précisément la salsa cubaine, parce qu'il y en a plusieurs. Je l'ai appris par la suite. Salsa cubaine qui est au final une des danses à l'époque les plus dansées à Paris. Et je suis propulsé dans un univers où en fait il y a une communauté qui est très grande dans les grandes villes en général, voilà, où je vois les gens qui vont sortir danser. En plus c'était durant l'été à l'époque, il y avait sur les quais de Seine des soirées quasiment tous les soirs durant l'été. C'est un environnement assez incroyable. Et donc je me suis vraiment passionné, je me suis vraiment motivé en me disant ok, bah, maintenant t'as rien à faire pendant un mois, ok, tu vas utiliser ce mois et tu vas apprendre quelque chose. Et ça a été un match, j'étais bien encadré par les profs, etc. Et comme toute activité, j'ai réussi à progresser vite parce que j'ai été vraiment très rigoureux sur, on va dire, la fréquence, dans le sens où j'en faisais pas une fois par semaine, j'en faisais vraiment 5 fois par semaine, quoi. Mais t'avais vraiment un objectif, encore une fois, d'apprendre et de progresser sur le sujet. Et ce qui était bien, c'est que c'était rewarding. On avait vraiment une récompense parce que quand on apprend au début, surtout quand on se donne les moyens, c'est-à-dire qu'on prend le temps de le faire, parce qu'en général, c'est juste ça, bah, on a ce cercle de la récompense parce qu'on progresse et on sent qu'on progresse. On apprend des choses et on se sent de plus en plus à l'aise. D'autant plus que dans la danse, il y a un côté assez particulier au début pour les follow. Donc, en général, c'est les filles, pas tout le temps, et les leads. En général, c'est les gars, mais pas tout le temps. On va dire follow lead, ça sera plus simple. Donc, les leads, ceux qui dirigent la danse, et puis follow, ceux qui suivent la danse. Et c'est que, de coutume, c'est les leaders qui invitent. Donc, c'est les gars qui invitent à une soirée. Et quand t'es nul et que tu vas à une soirée, tu sais que la personne que tu vas inviter, elle va s'emmerder. Et ça te met une pression, mais monstrueuse, tu vois. Les gens, ils te regardent arriver, et non, c'est pas là que t'as envie de venir. Voilà, exact. Et toi-même, en fait, tu te sens mal pour l'autre personne, quoi. Tu vois, donc au final, ce que je faisais, parce que une des clés dans toutes les pratiques pour pouvoir progresser, c'est pratiquer. Simple. Oui, dans tous les cas. Dans tous les cas. Et là, en l'occurrence, c'était ça que j'apprenais au cours. Et les soirs, je sortais danser. Je sortais danser quasiment tous les soirs de la semaine. Et donc, j'allais en soirée. Il y avait plein de gens qui dansaient trop bien. T'es au pied du Mont Everest à ce moment-là. Tu vois. Tout le monde paraît incroyable. Et toi, tu sais à peu près rien faire, mais sourire à l'autre personne, tu vois. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Par contre, tu regardes tes pieds parce que t'as peur de lui marcher dessus, donc elle le voit pas que tu souris. moi, c'est ça. Et il s'avère que je m'étais mis une règle. Je me suis dit, ok, tu quittes pas la soirée tant que t'as pas invité 3 personnes. Et des fois, ça durait genre 2 heures, tu vois. Où j'étais le lampadaire, tu vois, dans le sol, là, qui bougeait pas, qui regarde, tu vois, blanc. Ouais. Et puis à un moment, tu dis, bon, allez, c'est maintenant. Tu te lances, t'invites la personne. En général, les gens disent oui. Parce que quand t'es débutant, tu te mets beaucoup plus de pression qu'il y en a, en fait, réellement. Parce que tout le monde est passé par là, donc on connaît, tu vois. Ok, pour l'autre, ce sera pas l'extase pendant 4 minutes, mais c'est pas grave, tu vois. C'est partie du jeu. Ça reste 4 minutes. Ça reste 4 minutes. Et donc, c'est cette expérience venant. J'ai beaucoup pratiqué. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et les vacances se terminent. On est en septembre. C'est la rentrée. Je retourne en Suisse. Et j'arrive dans cette ville de Lausanne, qui est super, mais avec un environnement de danse qui est inexistant par rapport à Paris. Ce qui est naturel au vu de la différence de taille. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un bar qui s'appelle la Movida à Lausanne. Et il y avait une association qui organisait de temps en temps des soirées. Alors qu'à Paris, il y avait des soirées en plein air et c'était très régulier. Et donc, naturellement, je ressens une sorte de manque
mais je le subis entre guillemets parce que bon, on n'y peut rien. Enfin, on peut pas faire grand chose. C'est pas moi qui vais organiser la soirée. Ouais. Et il s'avère que quelques semaines même après la rentrée, durant une période qui est une période dédiée aux associations, toutes les associations contactent les différents étudiants en disant viens faire du bowling, c'est incroyable, tu vas adorer. Ouais, ok. Et je reçois un mail d'une association qui s'appelle Dance Square, qui est une association qui vient d'être créée et qui se veut l'association mère des danses de l'EPFL. C'est-à-dire qu'il y avait déjà l'association Tango, qui est là depuis des millénaires, j'ai l'impression, qui était vraiment ancrée. Il y avait une association de rock qui venait d'être créée. Et je reçois ce mail en disant est-ce que tu as envie de danser? Est-ce que tu as envie de créer? Rejoins-nous. Et donc, moi, ni une ni deux, je regarde, je vois que j'ai pas de cours à ce moment-là. Je dis bon, allez, c'était de midi à 13h, je crois. Donc, je me dis ok, je prends un sandwich, j'y vais. À ce moment-là, ça fait tilt. Je sais pas comment dire, mais il y a des moments où il y a deux infos qui se connectent et on me dit ah ouais, en fait, c'est ça la solution. Enfin, ça, c'est une solution. Voilà. Ouais. Et là, il y a une motivation qui se génère. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Je me suis dit, il n'y a pas de danse. On va créer une asso, on va danser. Il n'y avait pas d'asso à l'EPFL à l'époque. Mais du coup, je comprends pas. C'est qu'il y a une asso qui te dit tiens, viens nous voir. Toi, tu dis il n'y a pas d'asso. Enfin, c'est quoi? Il n'y a pas d'asso de salsa. Ah, de salsa, ok. C'est ça. Ça, c'est une asso qui se veut propager la danse. Voilà. Ok. Mais du coup, à l'intérieur. Dans le sens général. Et ouais. dans cette asso, voilà, peut-être c'est mieux de le décrire comme ça. Dans cette asso, il y avait des assos de danse qui étaient spécialisés, qui, tu vois, cette asso mère, elle aidait, en fait. Elle était là pour soutenir. D'accord. Voilà. Et là où j'arrive, je m'assois, comme dans toutes les assos étudiantes, dans une salle de classe, on réarrange les chaises, devant plein de gens que je ne connais pas. Et puis, il y a une fille qui présente, je me rappelle encore de son visage, qui dit, voilà, c'est trop bien, on va tous danser, tout le monde danse, c'est incroyable, voilà, avec la vigueur de la jeunesse. Oui. Et puis, il dit, voilà, qui veut créer une asso, tu vois, c'était vraiment ça, quoi. C'est sorti de nulle part, quoi. Et puis, moi, je lève la main, je dis, voilà, moi, j'aimerais bien créer une association de salsa. Et il s'avère qu'il y a une autre fille qui est à côté de moi, qui me dit, ok, moi, j'en fais, ça va t'aider, en gros. Et ça part de là. Ça part de là. C'est-à-dire que il y a eu cette opportunité qui m'a été apportée, donc j'ai pas dû la chercher vraiment, tu vois. Il y a vraiment une opportunité qui m'est arrivée, mais j'ai fait très vite le lien qu'en fait il y avait quelque chose à faire et qui pourrait être de valeur pour plein de monde, etc., etc. Et je le verrai après que ça a changé plein de vies en fait. Mais je trouve que c'est quand même fou parce que, donc de ce que je comprends, t'es rentré à Paris pour en gros l'été, pour les vacances. Pendant cet été, t'as carburé à faire de la danse, à te mettre dans une situation d'inconfort où moi, rien que de l'imaginer, je le sens dans mon corps, je me sens mal, tu vois. Et du coup, bon, t'as réussi à dépasser quelque chose. Tu reviens donc à Lausanne et d'un coup, ça t'a tellement manqué que tu te dis, allez, du coup, je relance un nouveau truc, quoi. C'est-à-dire que dans tout ça, j'ai l'impression que t'as quand même l'envie qui te porte et tu n'as pas peur de créer des choses sans forcément savoir ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'en vrai, tu crées ce truc-là, mais à ce moment-là, au-delà de se dire, bah voilà, je vais pouvoir danser un peu plus, je sais pas si tu avais un autre projet en tête. Non, l'objectif était vraiment très court terme. Là. Ouais. C'était vraiment, je peux pas danser, on va se débrouiller pour pouvoir, on va organiser des soirées, on va danser, quoi. Ouais, c'était vraiment, en plus. Ouais. C'est ça, on en était là. En termes de projection, il n'y avait vraiment rien. Tout à fait. Et donc, cette association, ça se crée pas seul. Il faut trouver du monde pour créer une asso. Vous êtes deux, c'est ça? Au début, on était deux, ouais. Et donc, il s'avère qu'il y avait un cours de danse qui est un cours de danse organisé par le centre sportif du campus. Et ce centre sportif, il y avait un prof qui est là depuis toujours, je crois. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a connu personne qui était avant lui. Ouais. Mais voilà, depuis toujours, et qui donnait des cours, initiation, intermédiaire, avancée. Je me rappelle, au début, j'ai fait l'initiation, après j'ai fait débutant, et après j'ai commencé à faire tous les cours en parallèle. C'était une passion qui se découvrait, et j'étais en manque de ça, quoi. J'avais besoin de pratiquer, donc j'allais à tous ces cours, en fait. Au gars, mais du coup, ces cours, c'était des cours de quoi? Cours de salsa. Salsa? Ouais, c'est ça. Il y avait d'autres danses, salsa, bachata, merengue, mais moi, c'était plutôt salsa. Bon, j'ai appris les autres aussi, mais c'était ça ça que je connaissais. Et donc, je vais à ces cours, et dans cette communauté-là des élèves des cours, principalement au niveau avancé, auquel je vais assez rapidement, parce que le niveau est pas très élevé, c'est quelque chose d'étudiant, je pose la question. On va créer une asso. Est-ce que tu veux faire partie de l'asso, quoi? En gros, ça va être super. Tu commences à recruter déjà. Je commence à recruter parce que j'avais besoin de ça pour créer l'asso, tu vois. Et je me rappelle encore, un ami, aujourd'hui, c'est toujours un ami, et on en rigole, qui m'a regardé, qui m'a dit, mais il y a déjà des gens qui ont essayé. Arrête, tu perds ton temps, quoi. Vraiment. Ah ouais. Et comme, en fait, à chaque fois qu'on veut lancer quelque chose, que ça soit des histoires comme on en voit dans certains podcasts avec des gens qui créent des entreprises, qui deviennent milliardaires, etc., ou juste des associations, des choses qui sont plus à l'échelle locale, peu importe. Il y a toujours des détracteurs, il
il faut trouver sa source de motivation, des fois en dehors des autres. Mais il y a toujours des gens pour te crever le pneu avant même que tu aies essayé de rouler, quoi. Donc, c'est ça. Et heureusement, il n'y a pas que des gens comme ça. Il y en avait d'autres. Et de ce groupe, il y a le premier comité qui se forme avec quelques personnes, dont des gens qui ne dansaient pas du tout d'ailleurs, qui étaient genre des très bons amis ou des colocs, et puis qui se disent, bon, allez, on va apprendre quelque chose de nouveau. T'as besoin de copains. Ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours la même chose, c'est, bon, est-ce que tu vas être trésorier? Oui, c'est ça, dans les assos, ouais. Si le poste, il fait peur, je suis administratif. Ou secrétaire. C'est ça. Est-ce qu'il y a trésorier? Et le gars dit, bon. Est-ce qu'il y a une formation? Oui. Il dit, ok, moi, je vais apprendre. C'était un peu ça. Et donc, on crée ce premier comité de l'association qui se nomme assez vite Cuba Liente, qui était un doux mélange de Cuba, parce que Cuba, la salsa cubaine, et puis Liente de caliente, tu vois. Ça volait. C'est pas super en termes recherchés, tu vois. Mais au final, ça a très bien marché. Et maintenant, ça perdure. Tu vois, c'est Cuba Liente, c'est ancré, tu vois. Et donc, cette association se crée avec 7 personnes motivées. On fait des premières séances et on organise notre premier événement qui était dans un local associatif qui marche moyennement, 20 personnes, mais malgré tout qui marque le début de ça. On n'avait pas de logo, tu vois. Il y avait une affiche avec écrit genre en vieille police, juste le nom Cuba Liente, tu vois. Ouais. Il y a pas de marketing, rien. Mais c'est comme ça que ça commence. Et en vrai, c'est des moments qui sont magiques, tu vois. Parce que les premiers, tu t'en rappelles. C'est ces moments-là qui se rappellent le plus. Et c'est quoi alors, du coup, vous organisez ça dans un lieu et vous invitez des gens? C'est ça. Au final, c'est juste ça. Il faut faire de la pub. Donc au début, c'est pas évident parce que personne ne te connaît. Mais c'est du bouche à oreille. Ah, il y a une soirée à tel endroit, à tel jour, ça va être cool, viens, etc., etc. Toi, tu prépares une playlist, tu mets de la musique, les gens dansent. C'est pas plus compliqué que ça, au final. Ouais. C'est une boom. C'est une boom. Version un peu plus adulte, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. T'as juste besoin de musique et de gens, en fait. Ça s'arrête là. Après, ouais, peut-être d'un endroit aussi, parce que. Mais donc voilà. Donc cette première soirée s'organise, qui acte la création de l'association. C'était un peu dans le contrat. Okay, tu veux créer une association, organise une soirée, montre-nous que tu y arrives, et après on te dira. Ouais. Et donc voilà, ça se crée. Et donc par la suite, on essaie d'organiser un événement régulier qui s'appelait les Practica. Il s'avère que l'association de tango, eux, avaient déjà des Practica. Et donc en fait, on s'annexe à la leur en faisant genre 2 heures avant et en utilisant leur matos pour pouvoir avoir un espace et avoir du matériel. Parce que ça aussi, au début, t'as pas de budget, donc c'est compliqué d'en acheter, etc. Mais du coup, c'est quoi le matériel dont vous avez besoin au-delà de... Bah, c'est des sonos. Musique, il faut des sonos qui permettent de sonoriser l'espace. En l'occurrence, l'endroit, c'était un atrium, donc c'est un hall de bâtiment qui était assez grand, donc il faut quand même des sonos qui sont assez puissantes. Et puis au final, aussi, dans le concept des Practica fait par Architango, c'est l'association des architectes à la base, qui les disent en gros, Architango. Donc cet asso, c'était une milonga à la base, où il y avait un buffet de nourriture. Et moi j'adore le concept, c'est-à-dire que les gens, ils viennent manger, et puis ils dansent, et puis ils partagent autour d'un verre. C'est ultra convivial et tout, c'est top. Ouais. Et donc on essaie de faire pareil, et donc ça aussi... on a un petit budget pour mettre des cacahuètes et puis 2-3 softs. C'est comme ça que ça commence. Exactement. Alors, je vais pas dire qu'aujourd'hui, c'est des gâteaux montés ni rien, mais au début, en tout cas, c'était des cacahuètes et 2-3 softs. Et c'est combien de personnes alors, au début? Au début, on est une vingtaine. Ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'il y a au moins le comité. C'est ça. Et les frères et sœurs. Non, c'est vrai. Et 2-3 amis. C'est une vingtaine de personnes. Ouais. Et au final, ça part super bien. Il y a une super dynamique. Le nom se crée, le logo, une sorte de culture se crée à l'intérieur de l'association, etc., etc. Et on arrive gentiment à la première crise que j'ai vécue dans l'asso. Ouais. Au bout de combien de temps à peu près? Une année et demie. Ouais. Il s'avère que moi, j'étais président de l'asso et j'étais pas bon. J'étais mauvais au début. Bah, comme quand on apprend quelque chose, on apprend en faisant, on dira. Et là, en l'occurrence, j'étais pas forcément bon. J'imposais trop mes idées. J'étais pas forcément assez à l'écoute. Et aussi, je communiquais pas assez. Très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est ça la clé. C'est juste que tout le monde soit au courant de tout, quasiment. Et c'est dur. Mais au début, il y a des opportunités qui viennent, tu les saisis et tu en parles pas. Et en l'occurrence, ce qui s'est arrivé, il y avait une nouvelle recrue dans l'association, ultra motivée. Moi, j'étais trop content. J'étais, voilà, allez. Dès qu'il y a des gens qui sont vraiment moteurs, c'est super agréable de travailler avec. Ouais. Et elle dit, en fait, il y a une association qui est l'association des étudiants en échange qui veulent qu'on fasse quelque chose avec eux. Et moi, je dis, OK. Et il me dit, OK, demain soir, on fait quelque chose. Et j'ai genre, OK. Et donc, on communique là-dessus, et moi, j'en parle pas au comité. Et donc, voilà, on fait cette initiation de danse avec un peu de musique, machin. Et le comité arrive à la soirée, alors que je savais pas qu'ils étaient au courant. Et ils me disent, en gros, on n'était pas au courant, tu prends des décisions seul, sans que ça soit vraiment le comité. Et ciao, quoi. C'était ça.
ciao, ils t'ont Ouais, dit. il y a plein de gens qui sont partis à ce moment-là. Ils sont partis de l'association. Ouais, c'est ça. Puis on se rendra compte que au final, une association, dans ma vision un peu managériale, c'est un outil incroyable parce que les gens, ils sont là parce qu'ils ont envie, tu vois. Si tout d'un coup, ils ont plus envie d'être là, ils s'en vont, tu vois. Donc, soit t'arrives bien à t'occuper des gens, soit si t'es pas bon, bah, c'est pas comme le travail où les gens restent parce qu'ils ont besoin de payer un loyer, tu vois. Ouais. Bref, et à ce moment-là, les gens s'en vont. Et moi, je me retrouve avec mon bâton. Juste parce que tu as vu une opportunité et que tu avais envie de soutenir un collectif. Ils sont partis. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ouais, mais ça, c'est ma vision. Ah, c'est-à-dire, oui. Non, mais c'est ma vision. Mais quand tu te mets à leur place, ils étaient dans un environnement où c'est pas forcément toutes les infos, où il y avait ils travaillent bénévolement pour une asso dans le comité, donc c'est pas les petites mains, c'est des gens qui prennent des décisions aussi. Ouais. Et l'asso s'engage sur des événements, eux-mêmes sont au courant, tu vois, et ils l'apprennent dans des posts en disant, ah, bah, en fait, l'asso dans laquelle je suis a organisé un événement sans que je sois même au courant qu'il existe, tu vois. Et donc, naturellement, ça crée des problèmes. Et toutes les personnes de ce comité, c'est aujourd'hui encore des amis, hein. Ils sont pas partis à mauvais termes. Et, genre, c'était complètement ma responsabilité, quoi. J'aurais dû leur en parler, voilà. C'est un bel apprentissage, comme tu dis. Managérial, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est clair. Et donc, les gens partent. Moi, je me retrouve avec juste ma bonne volonté pour faire tourner l'asso. Et je continue à organiser les practicas, mais à quelques reprises seul. C'est-à-dire moi qui dois arriver tout monter, alors que c'est quelque chose que tu fais à plusieurs. Parce que c'est quand même, faut bouger les chaises, faut mettre en place du matériel, faut démonter. Enfin, c'est quelque chose seul, c'est quand même pas évident. Mais je voulais que ça survive. Et j'étais conscient à ce moment-là qu'en final, c'est moi qui avais merdé, quoi. Donc voilà, il fallait que j'assume un peu. Et il s'avère que j'ai eu une bonne étoile à ce moment-là. Parce que durant les événements, à chaque fois, à la fin, je leur disais, écoutez, il y a plus personne de comité, si vous voulez vous joindre pour nous aider, ça serait top et tout. Et il s'est avéré qu'il y a une personne qu'on nommera Mathéo, parce que c'est son nom. Bah, très bien. Et qui était présent, et il y avait lui et d'autres personnes, et ils nous ont dit, bah, ok, moi j'aime bien cet assaut, j'aime bien ce qui se fait, j'ai pas envie que ça disparaisse, on va en participer, quoi. Ouais. Et ça a créé un peu la deuxième version de cet assaut, avec de nouvelles personnes, une nouvelle dynamique. On a commencé à faire de plus en plus de choses importantes. Mais du coup, toujours toi président. Ouais, et ça, c'était longtemps. On verra. Je sais pas, aujourd'hui, ça a été une bonne chose, mais quand on fonde quelque chose, et c'est aussi un des problèmes, hein, c'est que c'est un peu ton bébé, tu vois. Tout à fait. Et donc, c'est difficile de lâcher prise, que ça soit dans les décisions, mais ça, j'ai appris assez vite à le faire, parce que c'était nécessaire. Ouais. Même si le comité qui écoutera ce podcast pourra ne pas être d'accord, je vais l'expliquer. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des choses que j'ai imposées aussi. On en parlera. Et puis, peut-être des fois aussi à savoir laisser sa place. Donc là, c'est le deuxième comité, des gens motivés, mais quand même, on commence à avoir de plus en plus de doctorants dans le comité, donc des gens qui n'ont pas le temps. Ce qui est normal, parce que quand tu fais un doctorat, bah, t'as pas beaucoup de temps. Et donc, on commence à organiser de plus en plus de gros événements. Moi, je voyais vraiment cette association comme quelque chose qui pouvait s'expandre, en fait. Enfin, comment dire. C'était en croissance, on pouvait faire croître cet asso et j'avais cette envie de créer quelque chose d'énorme. Tu vois, quand tu dis gros événements, ça veut dire qu'au départ, c'était 20 personnes. Là, c'était quoi? Au début, c'était 20 personnes. Et après, les practicales, elles ont un peu monté, 40, 50 personnes. On a commencé à faire des initiations, ça attirait du monde. On a commencé à faire des meilleurs coms. On a commencé à comprendre comment l'affichage à l'EPFL fonctionnait. Quel jour, il y avait des affichages, donc quel jour il fallait afficher. Enfin, on commence à comprendre les mécaniques de l'université et de l'association. Et il y a un moment où je vois qu'il y a des soirées qui s'organisent. Je vais à Paris durant un week-end ou les vacances, je m'en rappelle plus, et je participe à une soirée qui était vraiment la soirée phare de Paris à l'époque, en grande banlieue, donc compliqué d'accès, mais c'était tellement bien que c'était plein, en fait, et c'était une sorte de salle de sport. Franchement, ce serait difficile d'inventer ça. C'est une salle de sport avec toutes les machines et tout, et genre, ils déplacent toutes les machines pour laisser de la place pour que les gens dansent. Ah ouais. Comment tu fais pour déplacer des machines avec tous les poids et tout? C'est un boulot monstrueux. Enfin bon, ils déplacent. Et cet endroit, il se transforme en tout cas, de ce que j'ai compris de l'espace, il se transforme en lieu de danse avec 5 salles et où les gens dansent jusqu'à 6 heures du matin. Et puis le niveau est très élevé parce que les gens qui sont débutants, ils vont pas en grande banlieue pour pouvoir danser, tu vois. Ils dansent dans les soirées qui sont au centre-ville. Ouais. Et le concept que j'avais adoré à ce moment-là, c'est le fait qu'il y avait de la nourriture. Alors, moi, j'aime bien manger. Hein. On l'entendra et on le comprendra, mais il y avait de la nourriture durant toute la soirée, et même à 6 heures du matin, il y avait les croissants, les pains au chocolat, le petit-déj. Tu danses, tu ne dors pas. Tu danses et tu manges ton petit-déj, et après, tu continues ta journée. Je trouvais ça le concept incroyable. Alors, j'ai essayé d'organiser une soirée, on a appelé ça la grande soirée. Et mon comité, qui restera avec moi, cette deuxième version, pour une bonne partie jusqu'à mon départ, ce comité-là, il était sous l'eau de tout ce qu'il y avait à organiser, tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, quand moi j'arrivais comme une fleur en disant, les gars, on va organiser un truc de ouf.
Et je les voyais devenir, mais écoute, PA, on n'a pas le temps. On n'a pas ni le temps, ni l'énergie, ni on sait pas faire, quoi. Il faut que t'arrêtes. Déjà, les practicas, c'est déjà très bien. Et moi, à chaque fois, j'étais genre, non, on va le faire. Et en général, il y avait toujours un motivé, je le prenais avec moi, et à deux, on portait l'event, quoi. Et la première grande soirée qu'on organisait, c'était dans ça aussi, ça, je peux pas l'inventer, c'est dans un grand bunker, parce qu'il y a beaucoup de bunkers en Suisse. Donc, c'est un grand bunker, mais là, je sais pas combien de faire, 200 mètres carrés, tu vois, avec différentes salles, avec une cuisine industrielle et tout, qu'on avait loué. L'espace 44, ça s'appelait. Si je dis pas de bêtises. Et donc, on organise dans cet événement une soirée de danse avec de la nourriture. Donc, on cuisine nous-mêmes des crêpes et des trucs comme ça pour que les gens puissent manger. Et deux salles, une salle bachata, une salle salsa. C'est deux danses qui se dansent soit dans la même salle, soit dans les grandes soirées dans des salles différentes pour que tu puisses avoir le choix de ce que tu as envie de danser au moment. Ouais. Et donc, un vestiaire. Ce qui paraît pas grand-chose, mais en termes logistiques, c'était déjà un achievement. Et donc, on organise cette soirée avec un DJ qu'on fait venir de Genève et tout. Et donc, c'est une première soirée qui se passe super bien. Il y avait à peu près 100, 120 personnes peut-être. Donc, c'était déjà monstrueux. Ouais, ça commence. Ça commence. Ouais. Et puis, les itérations de cette soirée, il y en a eu plusieurs. À la deuxième, je me suis dit, mais c'est bon, avec un DJ, on a déjà fait, tu vois. Ça, on sait faire. Il n'y a pas besoin. Toujours plus. Toujours plus. C'était un peu ça. Tu vois. Mon comité, tu vois, je me regardais en mode. Mais après, il voyait que j'étais là derrière pour pouvoir assumer, tu vois. J'étais pas le gars qui balance des idées, qui regarde les gens, tu vois. J'allais au charbon, quoi. Donc, c'était un peu fédérateur pour eux aussi. Et deuxième soirée, je me dis, on va faire venir un groupe live avec des musiciens. Donc là, t'imagines, au début, tu te rends pas compte, tu vois. Ouais. Faut que t'aies la sono, t'as les micros, t'as les instruments de musique, tu vois. Les gars, ils disent, OK, il nous faut une batterie. Et toi, tu le regardes en disant, mais c'est pas vous qui la prenez, la batterie? Ils disent, non, c'est toi qui la porte. Ils disent, ah, OK. Là, voilà. Et donc, on organise cette soirée qui se passe super bien. Et puis, des itérations, il y en a eu, je crois, 4. Avec la dernière qui était la plus grosse, on plafonne à peu près le maximum de personnes dans le lieu acceptable pour la sécurité, ce qui est à peu près 250 ou 260 personnes. Qui est déjà énorme, hein. Ouais, donc c'est des grosses soirées dans lesquelles il nous est arrivé plein de choses rigolotes, du style moi qui est en train de danser dans la grande salle et quelqu'un qui arrive et qui me dit, écoute, un gars de la sécurité, parce que c'était les gens de l'assaut qui faisaient la sécurité, on avait des tournus. Écoute, il y a la police à l'entrée. Et je lui dis, mais pourquoi ils sont pas là? Ils me disent, parce que à l'entrée, ils les ont pas laissés rentrer parce qu'ils ont pas payé les billets d'entrée. Je dis, OK. Alors j'arrive, je vois une dame qui sort le document comme dans les films américains, avec l'emblème, l'insigne en métal là, tu vois, genre il me dit voilà, police fédérale, est-ce qu'on peut avoir des infos, parce que nous on a mis qu'on n'avait pas d'alcool dans la soirée, parce que si tu mets de l'alcool, ça rajoute de la complexité. Et il s'avère qu'on avait une sorte de contenant en plastique, je oublié comment ça s'appelle, mais où tu peux te servir, tu vois, où tu peux mettre 40 litres. C'est des fûts, quoi. Ouais, c'est ça, une sorte de fût transparent en plastique, dans lequel on a fait un mojito, mais virgin, sans alcool. Ouais. Et la dame, elle dit là-bas, c'est de l'alcool? Et moi, je dis, vous voulez goûter? Elle me dit, non, c'est bon. Et après, elle s'en va, tu vois. Bon, je regarde le gars à l'entrée, il me dit, mais ils sont pas payés les passes, je vais pas le laisser rentrer. Je dis, genre, c'est très bien. Il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé plein d'autres, les sonos qui brûlent durant le concert, ça m'est arrivé. Au final, c'est le chargeur, enfin, plein de problématiques. Mais au final, quand tu organises ce genre d'événement, c'est pour ça que tu le fais. Le fun vient de la surprise, de ce que t'as pas pu prévoir. Et on verra, je me raconterai d'autres anecdotes sur d'autres événements, qu'il y en a eu des choses positives et des choses un peu moins, mais en général, j'ai eu de la chance parce qu'il n'y a jamais eu de gros problèmes durant les événements que j'organisais. Et donc là, c'est la deuxième phase, comme tu disais, avec ce nouveau comité, vous faites donc ces gros événements-là. Du coup, c'est quoi la troisième phase, si troisième phase il y a? Ouais, alors la troisième phase, c'est juste avant le Covid, ou peut-être une année avant le départ du Covid. Moi, j'en avais marre de les grandes soirées, parce que je me suis dit, on a fait le tour. Le groupe live avec 5-6 musiciens, c'est cool et tout, mais voilà. Je me suis dit, on va organiser autre chose. Et il s'avère qu'à l'EPFL, et c'est un concept qui est assez cool, peut-être des 2 universités qui le font, il y a une association qui s'appelle Challenge, qui est une association qui, chaque année, prennent 30 personnes de l'école Polytechnique fédérale de Lausanne, 30 personnes de l'école Polytechnique fédérale de Zurich, qui sont 2 écoles sœurs, en fait, situées à 2 endroits de la Suisse, qui sont séparées, et qui organisent un événement central, donc dans les montagnes, pour faire une compétition de ski. Sachant que là, en l'occurrence, la compétition de ski, c'est vraiment pas la motivation première, tu vois. La plupart des gens, ils vont là-bas pour oublier, tu vois. Tu vois, dans les budgets, je sais plus combien ils ont de litres d'alcool par personne, mais c'est vraiment aberrant, quoi. Genre, les nombres de comas éthyliques qui doivent passer là-bas. Bref. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est une idée de fou. Je sais pas, tu sais, cette fois, des idées te viennent, et tu te dis, voilà, en fait, c'est trop bien, il faut qu'on fasse ça avec de la danse, quoi. Et donc, j'appelle l'association de danse de Zurich, qui s'appelle TQ. Je pourrais pas le Tenskochen, je crois. Mon accent allemand, voilà. Et je leur propose, je leur dis, écoutez,
est-ce que ça vous dirait d'organiser un événement conjoint avec des gens de chez vous, des gens de chez nous, et on se retrouve dans un chalet, l'idée, et Un grand chalet, du coup. un grand chalet, et on danse, quoi. On fait des cours, on fait des soirées, on fait des machins, des trucs. Et eux, ils disent pourquoi pas, mais nous, on n'a pas le temps d'organiser. Donc, si vous vous organisez, on vient. Alors après, je vais voir mon comité. Je leur dis, écoutez, viens, on organise un événement dans les montagnes, genre un week-end entier. On gère la vie de plusieurs personnes, la logistique, la nourriture, les activités et tout. J'aime bien, tu sais, t'imagines comme si tu disais, si on faisait une fondue. C'est un peu ça. Et donc, naturellement, on me dit non. On m'a dit, écoute, il y a des grandes soirées, il y a des practicas. On n'a pas le temps. Il y a des workshops qu'on organise aussi. On faisait venir des profs un peu de la Suisse pour donner des cours. On n'a pas le temps de se faire ça, Paul Arthur. T'es gentil. Toi, avec tes grandes idées. C'est ça. Et moi, je me dis, mais écoutez, ok, je m'en occupe. En gros, j'organise moi. C'est moi qui prends le projet. Mais toi, du coup, ça s'arrête jamais. En fait, t'as tellement cette envie de créer quelque chose, non seulement autour de la danse, qui est un sujet qui te passionne et ça se voit que ça te passionne, mais du coup, tu te rends pas compte de l'énergie à fournir pour ces événements-là. Comment est-ce que tu te lances dans tout ça à chaque fois? En fait, encore une fois, peut-être c'est la naïveté. Ou peut-être c'est juste moi qui ai câblé différemment, mais ça me paraissait vraiment pas énorme, en fait. Ouais. Après, avec un esprit cartésien, déjà, j'ai grandi dans ce monde-là. Parce que mon père organise des événements, ma mère organisait des événements. Et quand j'étais petit, j'étais derrière des défilés de mode dans les backstage à jouer aux cartes tout seul, quoi. C'était ça. Ouais, donc ça veut dire quand même ce monde de rassembler des gens pour un événement quelconque, c'est quelque chose que tu connais, quoi. C'est pas quelque chose qui te fait peur. C'est pas quelque chose qui me fait peur, que je connais, et j'ai jamais été formé pour. Ouais. Je me rappelle encore voir des papiers qui sont accrochés autour du cou des gens, avec la liste de tous les numéros de téléphone des gens importants durant l'événement, genre de choses. C'est des détails comme ça qui me sont restés. Pas beaucoup plus, mais en tout cas, le fait d'avoir vu des grands événements comme ça, je me suis dit, la même chose que ce que je me suis dit au début quand je suis arrivé à l'EPFL, si des gens qui font ça, je peux faire ça aussi. Bon, après, ça, c'était très, très naïf, en l'occurrence. J'ai compris plus tard que ça marchait pas comme ça. On a des gens qui ont des facilités, d'autres qui en ont moins, tu vois. Ouais. Et j'ai rencontré des génies à l'EPFL, alors que moi, je bûchais, qui sont d'ailleurs, pour certains, qui font partie aujourd'hui de mes meilleurs amis, mais quoi qu'il en soit, j'avais pas cette notion de complexité qu'est d'organiser un événement. Et je crois que j'ai eu de la chance parce que ça s'est toujours bien passé derrière. Voilà. Et donc, l'organisation de cet événement, c'était 30-40 personnes. Ça s'appelait le Chalet Latino. Et ça a perduré. Le chalet est encore organisé cette année. Cette fois-ci, c'est pas moi qui l'organise. C'est encore un autre, c'est le 3e chapitre, justement. Mais à la fin du chalet, les dernières éditions qu'on a organisées, c'était à peu près 80 personnes. Voilà, organiser la nourriture, les repas. La nourriture, on a, je crois, 3 ou 4 000 francs de courses au supermarché avec 45 caddies. Non, c'est pas vrai, mais c'est littéralement ça. On achète des quantités monstrueuses et des voitures remplies qui partent. Enfin bref, que ce soit ça ou les événements ou des soirées, il y a des concours on organise un concours durant l'événement et tout. C'est vraiment, ça a pris une ampleur importante. L'équipe, au début, on était 2. À la fin, aujourd'hui, ils sont une dizaine pour organiser l'événement. C'est ça qu'il faut, parce que 2, c'était un peu peu. Enfin, je dis 2, mais c'est pas moi qui ai tout fait, naturellement, mais j'ai coordonné durant ces différentes années. Et il s'avère qu'il y a un moment où je quitte les PFL, parce que je finis mes études. Oui, c'est pour ça, en fait, que tu as fait un doctorat. C'est comme ça a duré le plus longtemps possible pour... Là, vous voyez pas, mais en fait, il m'a fait un regard, là, juste à l'instant. Mais c'est vrai. Il y a de ça. Alors, je sais pas si c'est que pour ça, mais en tout cas, on va dire que cet environnement, pour revenir un tout petit peu en arrière, j'étais dans un environnement où j'étais en dehors de ma zone de confort. On revient avant que j'arrive à l'EPFL, je savais pas où j'allais aller. J'étais un peu en échec de nouveau. J'ai pas ma place en tête. Et le PFL, quand j'y suis arrivé, ça a paru le paradis. On dit souvent, quand on sort de l'enfer, tout ressemble au paradis. Et là, en l'occurrence, il s'avère que pour moi, ça l'était vraiment. C'était pas un piège. Surtout, tu l'as construit. Ouais, mais cet environnement me convenait, je me sentais à ma place. Ouais. Je veux dire. Et donc, naturellement, il y avait une envie au fond de moi d'y rester le plus longtemps possible, peut-être. Mais ça m'a motivé dans la continuation de mon doctorat, pour sûr. Mais pour vous dire, dans l'association, il y a un moment où on m'a remercié en me disant bravo Paul Arthur pour ta contribution dans Cuba Libre. Et en fait, je suis resté 4 années encore, tu vois. Les gars, ils étaient bon, allez, c'est bon. Ils s'en vont. Non. Bref. Et donc, 4 années de doctorat plus tard, il y a un moment, je suis plus étudiant, tu vois, donc ça fait vraiment plus de sens. Ouais. Et je me rends compte un peu, a fortiori, parce que les PFL changent et j'y suis de moins en moins. Et donc, naturellement, c'était plus à moi d'être président. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu tard. Et j'avais aussi une crainte à ce moment-là, c'était que l'association disparaisse à mon départ. Quand on crée quelque chose, franchement, c'est magnifique.
Mais je pense que le plus beau, c'est, en tout cas, quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction, c'est de voir les choses perdurer après notre départ, en fait. Ouais. Tu as créé quelque chose qui continue. Parce que quelque chose que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que dans cette association, le nombre de personnes qui sont venues danser, c'est à peu près 50, on va dire 50, en moyenne 50 par semaine, pendant 10 ans, juste pour les practicas. Et puis les plus gros événements, il y a encore plus de monde. Donc quand tu fais la somme de toutes ces personnes-là, il y a eu des histoires de vie. Il y a des couples qui sont créés, des gens qui ont eu des enfants, des amitiés qui sont créées. Encore une fois, il y a encore une de mes amies qui a organisé récemment un événement pour ses 30 ans. Et j'y allais et je voyais qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient passés par là. En fait, ça crée des liens entre beaucoup de monde. C'était vraiment rassemblateur. Je dire, je sais pas. Mais on se comprend. Voilà, c'est ça. Ça rassemble des gens. Ça a beaucoup rassemblé. Et donc, savoir aujourd'hui que ça perdure, c'était quelque chose, en tout cas aujourd'hui, qui m'apporte de la satisfaction. Et à l'époque, un objectif que j'avais. Et trouver la bonne personne pour pouvoir prendre la place, c'est difficile, d'autant plus quand t'es le dinosaure, quoi. T'es là depuis tant de temps. Il y a un moment où, quand tu pars pas au bon moment, tu te fossilises un peu et les gens, ils ont peur, en fait, de prendre ta place parce qu'ils se disent, soit il fait énormément et je vais pas y arriver, soit, genre, il y a une culture autour de lui et il va falloir tout péter pour tout reconstruire. Enfin, ça va être compliqué. Et il s'avère que je trouve la bonne personne qui a pris ma place. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça continue. Les événements sont toujours organisés de manière régulière. J'étais encore dimanche dernier. Alors, je sais pas quand sortira l'épisode, mais en tout cas, j'y étais récemment. Et il y a encore plus de monde qu'avant que j'y aille, quoi. Mais c'est marrant parce que ça veut dire que, en étant à la tête de quelque chose que tu as créé, forcément, il y a un moment donné où on associe la personne à l'association. C'est-à-dire que tu as réussi à trouver quelqu'un qui a réussi à faire perdurer, on va dire, l'esprit de l'association, sans forcément que ce soit toi en tant que personne qui soit là, quoi. C'est ça. Et puis même, l'esprit, ça peut dériver dans le temps. Parce qu'au final, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les gens continuent à danser, même si c'est sous différents offices, même si la danse change un peu. Ce qui importe, c'est que ça apporte aux autres aussi, tout simplement, tu vois. Et justement, c'est là le piège, parce que à vouloir, quand on crée quelque chose, on a envie que sa patte reste, mais au final, c'est pas forcément une bonne chose. Et un des bons exemples pour ça, c'est ce Chalet Latino que j'ai continué à organiser. C'était vraiment mon bébé, quoi. Et encore une fois, en tant qu'événement, parce que c'était le plus gros, c'était énormément d'organisation, c'était un budget qui dépassait les 10 000 francs, ce qui pour un événement étudiant est déjà OK. Sachant que c'était un événement sans alcool, donc en général, c'est là où ça grossit. Mais... Enfin, le budget grossit grâce à l'alcool, là, il n'y en avait pas, donc c'était vraiment... Voilà. Et là, le dernier, c'est pas moi qui l'ai organisé. C'était un choc pour moi. En plus, j'ai participé, mais c'est pas moi qui organisé. C'est pas moi. Et genre, la lumière, le projecteur, tu vois, faut reprendre cette métaphore, il était pas sur moi. Et au fond de moi, ça m'a fait bizarre, mais ça m'a aussi fait plaisir. Parce que les choses n'étaient pas exactement comme ce que je les aurais faites, mais il y a des choses sur certains points de décision organisationnelle qui étaient douteux, où je me dis, j'aurais pas fait comme ça, c'est pas fou. Mais il y avait d'autres points, d'autres idées qui étaient super bonnes, en fait. Et que tu n'aurais peut-être pas eu. Jamais eu, en fait. Je me dis, mais punaise, en fait, c'est trop bonne idée qu'ils ont eu. Et ça montre qu'au final, c'est pas une finalité, en fait. De marquer ce qu'on crée, c'est pas ça la finalité, en fait. L'important, c'est juste de créer. Et puis après, c'est de faire perdurer, si on arrive. Et c'est pour ça que ça résonne beaucoup avec notre habitude à juger les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'association, elle n'est pas bien, pas bien, ou meilleure ou moins bonne. Elle est juste différente. Et c'est ça qui a fait que ça a changé et que ça apporte ce que ça doit apporter aux gens d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier où toi tu étais. Yes, vraiment. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir voir cet assaut, voir ces événements qui perdurent. Ça apporte beaucoup de satisfaction. Et j'ai au fond de moi l'espoir que dans 20 ans, quand j'habiterai au Portugal, non, j'ai quelque chose de bon. Quand je serai vraiment loin de cet univers ou de cet endroit, je vais regarder sur le réseau social du moment. Et puis, je verrai que, en fait, ça continue. Il y a des gens qui dansent, des gens qui s'amusent, qui partagent une passion commune. Et c'était grâce à cette initiative de créer qui était vraiment anodine sur le moment. C'était vraiment quelques passionnés qui étaient autour d'une sono et qui dansaient ensemble mal. Parce qu'au début de l'association, je dansais pas bien. Puis voilà. Mais c'est la force d'une passion, hein. C'est aussi ça que je trouve assez extraordinaire dans l'histoire que tu racontes. C'est qu'au départ, finalement, c'est presque un hasard qui t'a amené à la danse, alors, du coup. Tout à fait. Et puis, on voit ce que ça a fait. C'est que tu t'es quand même décidé toi-même de pratiquer, de monter en compétence sur le sujet.
tu y as pris plaisir. Et puis, après, tu t'es lancé voilà, avec naïveté, mais ça a quand même marché et tant mieux, pour faire des événements, créer des relations et créer une histoire. Parce que quoi qu'il arrive, ça, c'est quelque chose qui est marqué dans les esprits et dans les cœurs des gens que tu as rencontrés. C'est clair. Et la danse, de manière générale, si on prend un peu de recul, je dirais que c'est aussi un langage. Et l'anecdote qui me vient à dire ça, c'est que durant les quelques voyages que j'ai faits à l'étranger, en tout cas dans certains de ces voyages, j'ai eu l'idée, parce que il s'avère que j'enseigne la danse aujourd'hui, et ça fait quand même quelques années que je donne des cours. Et il s'est avéré que j'ai contacté les écoles de danse locales, donc de salsa cubaine, de différents endroits où je suis allé durant mes derniers voyages. Je pense typiquement à San Francisco, en Australie, ou même au Japon. Mais principalement, l'expérience qui a le plus marqué, c'était à San Francisco, où je contacte l'école de danse et j'arrive à l'autre bout du monde, parce que là, en l'occurrence, c'est le cas, et je rencontre une personne dans un bar sombre d'un quartier où je serais pas allé parce que sur les documents de voyage, sur les guides de voyage, c'est déconseillé d'y aller. Ouais. Et je me retrouve dans cet endroit-là et il y a une dame qui me dit, écoute, toi tu danses, viens, suis-moi, on va aller danser une soirée. Et je vais dans une soirée. Et en fait, même si je parle pas forcément bien la langue, ou alors là en l'occurrence l'anglais ça allait, mais voilà, le fait de danser la même langue, ça bande direct, t'as des liens directs avec tout le monde, ça devient tes potes. En plus, t'es une curiosité, tu vois. T'es le gars d'Europe, l'étranger ouais. d'Europe qui danse de la salsa cubaine, enfin, Cuba, c'est pas en Europe, donc c'est vraiment une curiosité. Et donc ça t'ouvre plein de portes, tu rencontres du monde. Enfin, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là aussi, d'un point de vue social, sur l'aspect social, c'est vraiment fou. Mais c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que toi qui as eu du mal à trouver ta place dans le passé et puis même dans les études, là, la danse t'aide aujourd'hui finalement à trouver une place parce que c'est un point commun que tu peux trouver avec des gens et puis ça crée autre chose parce que du coup, la relation se crée non seulement par les conversations que tu as, mais par le mouvement, par autre chose en fait qui parfois sort des codes sociaux habituels. Tout à fait. Et puis ça casse aussi ces codes-là, parce que naturellement, tu as un contact physique que tu n'as pas usuellement avec des gens que tu connais pas. Ouais. Et ça fait que, non pas pour parler de rapprochement, de drague ou ce genre de choses, mais même avec tous les gens avec qui j'ai dansé, tu peux avoir des atomes crochus assez vite, et puis ça casse en fait une barrière qui est assez froide et au final pas forcément nécessaire de ce milieu urbain dans lequel on vit aujourd'hui. Donc voilà, en termes d'amitié, c'est fou, quoi. Et maintenant, quand tu vas inviter les gens, ça se passe comment? Franchement, c'est beaucoup plus facile. Oui. Maintenant, tu t'invites et puis ça se passe bien. Maintenant, tu vois les autres qui sont encore en train de douter quand oui, toi tu y étais il y a X années. évidemment, tu vois. Et puis même des fois, quand tu commences à avoir un niveau dans la danse, on dira, pour les leads, tu commences à avoir des follow qui t'invitent. Et des fois, et je pense que c'est de plus en plus de cas de manière générale avec les follow invites, et il s'avère que des fois, elles dansent pas forcément très bien, tu vois. Mais moi, ça me pose pas de problème parce que je me reconnais là-dedans. Tu vois, je me replonge. Donc, tu souris et tu partages ce moment avec la personne sans devoir... tu y étais, fut un temps, et il y a des gens qui ont partagé avec toi. C'est ça. C'est-à-dire que culturellement parlant, dans ce milieu-là, il y a quand même une tolérance qui est assez marquée. Ouais, je dirais. Après, ça dépend les danses et ça dépend les endroits. Ouais. Parce que il y a, dans certaines communautés de danse, je citerai pas, des fois des groupes qui sont plus un peu élitistes. Ouais, un peu plus élitistes. Ouais. Parce que on va dire la danse, comme la salsa, je pense à la bachata originellement aussi, et puis à d'autres danses qui sont dansées usuellement en social. Social, c'est les soirées de danse. C'est des danses à la base qui sont festives et qui sont populaires. Et aujourd'hui, on les a européanisées un peu, ce qui fait que ça devient des danses plus techniques. Dans le sens où ce qu'on apprend en cours aux gens, ça va être, ok, alors, faut que tu mettes ton bras ici, ton pied là, machin. C'est une mécanique qu'on apprend. Ce qui est bien, parce qu'avec cette mécanique, on peut s'exprimer dans la danse après. Au début, quand on danse, on pense au mouvement qu'on va faire, on est un peu perdu. Le leader, quand il a fait 2 fois le même mouvement, il a l'impression que la follow, elle est en train de s'ennuyer parce qu'il dit, mince, celui-ci, je l'ai déjà fait. Ouais. Et après, tu te relâches un peu, tu te décontractes et tu te dis, bon, en vrai, on s'en fiche de tout ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir, de partager quelque chose. Donc, juste sourire, partager. C'est pas qu'il y a des danses comme le merengue où c'est que ça. Il y a vraiment pas beaucoup de techniques. Ou en tout cas, beaucoup moins qu'en salsa ou en bachata. Mais c'est des danses qui sont pas populaires aujourd'hui en Europe parce que c'est pas ce que les gens apprennent.
Et donc, il y a un moment où il faut accepter que la partenaire n'est pas forcément ton niveau. Bah ouais, tu vas pas pouvoir partager ta technique numéro 12 000 que tu as appris et tu es super fier. Soit. Mais tu vas partager autre chose. Tu vas sourire, tu vas faire danser, tu vas partager autre chose. Juste enjoy la musique et le moment, quoi. Ça va être ça. Et ça, c'est quelque chose qui est pas très commun en Europe aujourd'hui. Et il y a certaines personnes qu'on connaît qui aiment ça, mais c'est pas la norme. La norme, c'est mécaniser, mais c'est aussi super cool, hein, parce que c'est comme une langue, en fait. C'est comme si tout d'un coup, tu commences, au début, c'est mécanique, tu réfléchis à tes phrases, des machins, trucs. Puis quand tu commences à devenir fluent, tu commences vraiment, ça vient tout seul, t'es satisfait, tu vois. Genre, tu parles une nouvelle langue, tu rencontres quelqu'un qui la parle, t'as pas envie de parler le français ou l'anglais que tu parles bien, t'as envie de parler, je sais pas moi, l'italien, en disant, je pratique, ça fait plaisir, c'est la même chose à danse. Il y a un moment où t'as plus besoin vraiment de réfléchir, voilà, je vais faire ci et ça devient naturel. Et à ce moment-là, c'est le moment où là je parle pour le lead, complètement te décontracter et arrêter d'être tendu parce que tu sais pas ce que tu vas devoir faire dans 10 secondes. Tu vas pouvoir vraiment te relâcher et profiter de la musique et profiter aussi de la connexion que tu vas avoir. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce que tu vois, tu as utilisé le terme fluent et tu sais que maintenant on se côtoie. Moi, la démarche que j'ai toujours eue dans les accompagnements ou le changement, ça a toujours été sur de la fluidité au départ. Et en fait, c'est marrant la réflexion que ça m'amène parce que quand tu rentres dans de la fluidité, finalement, ça te permet beaucoup plus d'apprécier le paysage qui est autour. Alors que quand tu appliques un truc de manière mécanique, tu es beaucoup plus concentré sur le geste mécanique que tu n'apprécies finalement ce qui est autour pour en donner la couleur que tu as envie de lui donner, quoi. Et donc, c'est ce que j'entends, en tout cas, que ce soit dans une langue ou que ce soit dans la danse, c'est ce que tu commences à apprécier maintenant que finalement, tu es fluide dans ta capacité à danser et à aller inviter les gens et à être invité. Et donc, du coup, tu peux profiter vraiment de l'écosystème tel qu'il est. Ouais. C'est ça, et même pour appuyer là-dessus, je dirais que ce qu'on apprend aux élèves, c'est que même s'ils apprennent beaucoup de mécanique, etc., les gens qui savent vraiment bien danser, quand tu les regardes, ils font pas des choses compliquées. Ils font pas des mouvements compliqués. C'est sur la base, de toute façon. Ouais, mais en fait, t'as un flow, t'as quelque chose qui est beau, et t'as la couleur, parce que tu parlais de couleur, en fait. Tu vois, tu peux imaginer que la technique, ça va être la forme, le dessin, Ouais. et puis il y a des gens qui se concentrent vachement là-dessus. Il y a d'autres gens qui font des dessins qui sont très simples, mais les couleurs, ça rend magnifique le dessin, en fait. Et ça, on se rend compte assez tard dans notre apprentissage de la danse que c'est super important, quoi. Et puis, il y a des gens qui l'ont délaissé assez durant tout leur apprentissage en fonction de leur prof. Donc voilà, je me retrouve vachement dans ce que tu donnes comme métaphore. Je te propose qu'on s'arrête à cet endroit-là. C'est une belle manière de conclure cette belle histoire. En tout cas, merci. Comme je te l'avais évoqué en tout début d'épisode, donc en off avant, j'ai préparé un petit set de cartes qui est à côté de moi. Et du coup, je sens que c'est un grand plaisir pour toi de, de les découvrir. Ah, j'ai hâte. Ouais. Donc, ce que je fais, donc la plupart du temps, donc je les ai préparées en face de toi, je suis en train de les mélanger. Donc tu vois qu'il y a des cartes bleues, des cartes rouges. Et du coup, sur ces cartes, il y a des questions, un peu d'ouverture. Ok ? Donc, ce que je vais te proposer, c'est d'en choisir une, de la lire dans le micro, et puis d'y répondre. J'ai choisi une carte bleue. Allez. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce ? Comment l'utiliserais-tu ? C'est facile comme question. C'est facile pour toi ? Ouais, je sais pas. Le gars, il parle plus vite que... Non, en fait, la réponse classique, je dirais, c'est de pouvoir contrôler le temps. Parce que le temps, c'est un peu le chef d'orchestre de notre vie, quoi. Dans le sens où c'est ça le tempo, si on peut dire. Le tempo de notre vie, ça va être ça. De pouvoir contrôler le temps, c'est pouvoir profiter des moments de bonheur et peut-être un peu moins des moments difficiles. Donc, je pense que ça serait ça. Et puis même en danse, ça serait fou. Je pourrais... Qu'est-ce que tu ferais en danse alors, en contrôlant le temps ? Je sais pas. Parce que quand même, tu danses à deux, donc si t'es le seul à contrôler le temps, il faut vraiment être fort, quoi. Mais ouais, j'en sais rien. Mais du coup, le contrôle du temps. Ouais, je pense que c'est ça qui me viendrait en premier. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que t'en ferais ? Au quotidien ? Ouais. Comme je t'ai dit, s'il y a des t'accélérerais les séances qui t'emmerdent ? Ouais, les séances qui servent à rien, ça disparaît, ça. C'est-à-dire qu'il est pas là, mais il a été là. Enfin, il dit, ça allait très très vite. Et je pense que je profiterai des moments, tu vois. Ou alors j'irai manger et je ferai que le temps aille très vite. Comme ça, je digère et je peux remanger derrière. Super. Donc voilà. On va continuer. Allez. Parce qu'on a un peu de temps, donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de cartes là. Je prends une rouge. Quel âge te donnerais-tu physiquement
Ah, effectivement, ouais. J'ai aucune idée à quel âge je me donnerais physiquement. Bon, je sais pas, Tu te mon sens, âge. tu te sens à ton 30. âge, tu te sens Ouais. plus jeune, plus vieux? Non, je me sens à mon âge parce que j'ai encore mes cheveux. On en reparle dans un an. Je rigole. Hein. J'espère que j'aurai mes cheveux dans un an. Mais voilà, j'ai les cheveux commencent à grisonnant, mais très gentiment, donc ça va. Non, je pense, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de sport, donc ça a permis de me retrouver aussi. Je pense que c'est au final l'âge qu'on donnerait à son corps, en dehors des choses qu'on ne maîtrise pas, mais pour ce qu'on maîtrise, ça dépend combien de temps on passe à s'en occuper, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je m'en occupe un peu plus, donc je dirais, je pense 30 ans par là. En gros, équivalent quand même à là où tu en Ouais, es, quoi. équivalent. Ouais. Ouais. Alors, ce que je vais te proposer, donc là, tu en as pris 2 comme ça. On va faire un peu différemment. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas en choisir 2. Tu vas les lire et tu vas choisir une des 2. Ok. D'accord? Et puis, de toute façon, on est chez toi. Coup de zèle que tu as envie, tu peux même répondre aux 2. D'accord? Allez. Mais on se donne un petit challenge. Allez, je prends ces deux-ci, une bleue, une rouge. La bleue dit: si tu pouvais te retrouver devant le toi de tes 15 ans, quel conseil te donnerais-tu? Wow, profond, mais c'est beau, hein. Et la rouge: qu'est-ce qui te rend vraiment heureux que tu as déjà? Voilà. C'est ma psychothérapie, en fait. Je t'avais prévenu. Ah ouais. Ouais, le physique, c'était facile. Là, les deux, elles sont tellement deep, tellement profondes. C'est toi qui as chaud, choisi, hein. hein. Ouais, bah oui. En connaissance de cause, en plus. Tout à fait. Ok. Bah, je pense qu'on va répondre aux deux. Les deux sont très intéressantes. Hein. Si tu pouvais te retrouver devant le toi de tes 15 ans, quel conseil te donnerais-tu? 15 ans dans quel lycée? 15 ans, c'était pas le bon lycée déjà. Hein. C'était pas le bon lycée, non. c'est ça? Ouais. Je crois que c'était vraiment un moment de ma vie qui était pas un moment empli de bonheur, on dira. Je me dirais qu'il faut être patient lors des moments difficiles, qu'il faut profiter des moments de bonheur. Et je dis ça parce que, comme j'ai dit avant, en fait, quand on sort de sa zone de confort, le changement, de manière générale, c'est ça, dans ma compréhension. On sort de sa zone de confort, on traverse pour une période courte ou longue le désert un peu, si on peut dire, et on essaie de se retrouver une nouvelle zone de confort qu'on se recrée. Et bah, je lui dirais, écoute, là, t'es pas dans un moment de ta vie où t'es très heureux, soit, mais serre les dents et puis tu seras plus heureux. Tu vas réussir à construire quelque chose. Il faut que tu te fasses confiance, en fait. Tu vas réussir. Je pense que c'est ça que je me donnerais comme conseil. Et comment tu penses que tu le recevrais en tant qu'ado de 15 ans à l'époque? Ouais. Bah déjà, ça me ferait vraiment flipper de me voir vieux, tu vois. Je veux dire, c'est qui ce type? C'est qui ce vieux? C'est qui ce vieux qui me parle? Tu vois, j'imagine le gars, tu vois, qui est vieux, qui est à moitié au bord de la mort, qui dit profite, Oui, c'est t'inquiète ça. pas. Ouais. Bon. Bah, je sais pas si j'aurais eu la maturité de pouvoir vraiment faire quelque chose. Mais si on me donne des exemples, on dit ok, tu vas être heureux, tu vas rencontrer des gens, tu auras des très bons amis, tu auras de nouvelles passions, tu pourras vraiment te sentir, on va dire, trouver un sens. Je vais dire te sentir utile, mais c'est pas ça le mot. Ouais. Trouver un sens dans ce que tu fais, etc. Avec du concret comme ça, je pense que je me serais redonné le courage, en fait. Ouais, bah super. Et puis la deuxième, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux que tu as déjà? Le nombre de conneries que je pourrais dire là. Je pense que des proches. Ça va paraître bête. Parce que le matériel, c'est inutile. J'aurais pu parler d'association, mais ça m'appartient pas. Et d'une certaine manière, c'est ça qui me rend heureux au final. Aujourd'hui, c'est que ça m'appartient pas, et c'est magnifique quand même, tu vois. Mais je pense que après, tu vois, même proches m'appartiennent pas non plus. Mais on va dire la relation qu'on a, on pourrait la mettre dans cette catégorie. Je penserais à ma famille, naturellement, et aux amis, aux relations que j'ai pu créer ces dernières années grâce à la danse et autres, qui puissent partager les beaux moments et me soutenir dans les moments difficiles. Je pense que c'est ça. J'aurais parlé de notre relation, Olivier, mais ça aurait fait faux cul. Le bâtard. Non. Mais voilà, je parlerai des relations de manière générale dans mon entourage. Super. Du coup, un petit dernier tour avant de se quitter. Ce que je te propose, c'est que tu vas en choisir 3. Ok? Sauf que tu vas choisir les 3 et tu vas me les donner. C'est moi qui vais choisir. Allez. En vrai, tu peux regarder tout et tu me donnes celle que tu veux, non? Oui, mais non. Mais tu Ok. sais, le hasard fait bien les choses. Allez, il y en a 4 là. Sachant que tu sais que je les ai choisis. Hein. Ouais. Donc, C'est pas faux. je sais à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais te lire les 3. La première. Quel était ton héros ou ton héroïne préférée lorsque tu avais 7 ans? Et pourquoi? Au vu du regard. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est random un peu comme question. La deuxième, c'est raconte-moi la dernière fois où tu as fait quelque chose
pour la première fois. Ok. Et la dernière, tu viens d'apprendre que tu allais mourir dans 1 an. Changerais-tu quelque chose dans ta vie? Et pourquoi? Et on se rend compte en fait de la diversité des questions. Hein. On parle d'héros d'enfance et à côté on parle de la mort. C'est pour se donner un champ d'action D'accord. et Alors des là, réflexions vraiment, qui est le spectre est large. très global. Alors, moi je te propose la dernière. Voilà. Tu viens d'apprendre que tu allais mourir dans 1 an. Changerais-tu quelque chose dans ta vie? Et pourquoi? Bah ouais, c'est clair. Je changerais quelque chose. On va dire que, bah tiens, je vais faire référence à la série, je sais pas si on peut dire des noms ou pas. Tu dis ce que tu veux, hein, tu Ouais. sais. Bah, on discutait de la 2e saison de Bref, et je t'ai montré un extrait où t'avais un homme qui était un peu perdu dans sa vie, et puis il y a une des tirades qui est devenue assez virale lors du lancement de la série qui disait, ou qui dit toujours, il a voulu s'asseoir 30 secondes et il s'est assis 30 ans. Un truc comme ça. Autrement dit, à vouloir rester dans sa zone de confort, et bah, on quitte en fait la partie d'action. Autrement dit, à vouloir attendre et peut-être même subir le changement quand il arrivera, bah, il y a des moments où il faut se dire, il faut être mettre un peu de ça et puis essayer de se dire, ok, bah, c'est mon objectif et je vais me mettre dans une zone de déconfort, mais ça sera pour mon bien et j'en serai heureux. C'est un équilibre là-dedans entre les moments où on profite et les moments où on agit. Je pense c'est un équilibre à avoir. Et je parle de ça parce qu'au final, c'est de ça dont on parle avec cette question. Si tu sais que tu vas mourir, bah au final, la donne change et naturellement, ça te pousse à être dans l'action et se dire ok, je vais pas m'allonger sur mon canapé et attendre, tu vois. Je vais pas aller au boulot comme d'habitude pour faire les séances comme on parlait qui servent à rien, non. À ce moment-là, je vais faire ce dont j'ai rêvé. Et après, la question c'est qu'est-ce qui te ferait rêver ou quoi. Et ça serait une bonne question. Et Mais c'est pas celle-là. Bah, d'une certaine manière. D'une certaine manière, Si, c'est un peu ça. Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est les amitiés? Est-ce que c'est la rencontre? Des choses que tu n'as peut-être pas dites. Est-ce que c'est de faire tous des bons restos? C'est-à-dire à partir de maintenant, je vends ma cuisine et je vais au resto tous les soirs. Voilà. Est-ce que c'est l'excès? Est-ce que c'est... Je pense que ça serait passer du temps avec ses proches, encore une fois, tu vois. Mais c'est tellement lambda comme réponse. Oh, c'est tellement attendu. Bah, c'est la tienne. Mais c'est tout à fait OK. Moi, ce qui me vient à l'esprit souvent quand j'ai ce genre de questionnement-là, c'est qu'est-ce que je n'ai pas dit aux personnes parce que je sais pas, tu sais, tu te mets des blocages dans ta tête de dire c'est pas le bon moment, ou j'ose pas, ou je sais pas, ça peut la braquer, ou au contraire, ça va mettre un malaise, ou un truc comme ça, mais c'est des choses que tu as envie de dire à certaines personnes, tu vois. Ça peut être des belles choses, tu vois, mais c'est que tu n'as jamais osé dire. Et c'est parce que je suis dans une logique d'éviter de regretter de pas avoir fait quelque chose. Je sais pas si tu avais vu d'ailleurs, il y a un bouquin qui parle des regrets des personnes avant leur mort. Bah, j'ai souvent entendu dire que le regret, c'est un peu le pire parce que on n'a pas vraiment d'action possible pour pouvoir... c'est un peu tard, quoi. Quand c'est passé, c'est passé, quoi. Ouais. Maintenant, j'ai envie de dire, si tu kiffes ta vie et tu regrettes 5 minutes avant de mourir, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est vrai que si le regret te ronge, bah, au final, le but, c'est d'être heureux. Enfin, la motivation principale dans la vie, c'est d'être heureux, soit en donnant, soit en partageant, soit en vivant. Voilà, chacun a sa recette, mais... Et je pense que c'est une belle phrase pour terminer cet épisode, pour rester dans l'énergie qui est positive. Merci en tout cas pour ce moment passé ensemble. Merci Olivier. Pour ta joie de vivre aussi, que tu partages très bien au micro. Merci bien à toi. Mais avant de terminer, une dernière question pour toi. Si des personnes écoutent cet épisode et qui elles auraient envie de continuer la papote avec toi, comment est-ce qu'on te contacte? Alors, on peut me contacter sur Instagram. Je pense que c'est le plus simple. Et puis, si les gens qui n'ont pas du tout Instagram, peut-être ils peuvent te contacter et puis tu peux leur donner tes coordonnées? Mes coordonnées. De toute façon, je le mettrai probablement dans la description de l'épisode. Ouais. Au minimum, le compte Instagram, tu me dis ça. Ouais, puis, c'est top. Ok. Bah super. Merci bien et puis à la prochaine. Yes. Salut. Merci. Ciao.